On utilise un seul mot « amour » pour dire tellement de choses différentes. C'est un peu fou, non? Et si, au fond, notre langue nous limitait? Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 9 mots grecs pour parler d'amour. Et on va voir comment cette petite distinction peut en fait tout changer dans notre façon de voir nos relations. La question est directe, mais il faut se la poser. Quand on dit « je t'aime » à son partenaire, à ses enfants, à un ami, qu'est-ce qu'on veut dire au juste? Le sentiment n'est clairement pas le même et pourtant, le mot, lui, ne change pas. D'après la source qu'on explore aujourd'hui, c'est justement cette simplification qui est à l'origine d'immenses malentendus. Allez, c'est parti, on plonge. On va commencer par les formes d'amour qui sont, on va dire, les plus centrées sur nous-mêmes. Celles qui partent de nos besoins, de nos désirs, en allant du plus instinctif, du plus archaïque. Alors, le premier, c'est la porneia. C'est l'amour à l'état brut, vraiment un besoin de survie. L'autre, dans ce cas-là, est vu comme une ressource, quelque chose qui vient combler nos manques. C'est une connexion quasi prédatrice, une nécessité absolue pour se sentir complet. Et cette phrase-là, elle illustre ça à la perfection. C'est vraiment l'expression de cette nature dévorante de la porneia. L'autre n'est pas vraiment une personne à part entière, mais plutôt un objet qui est là pour nous servir, pour combler nos vides. Ensuite, on a le pathos. Là, l'amour bascule dans la dépendance, une sorte d'obsession presque infantile. Pensez à cette relation fusionnelle entre un enfant et sa mère. C'est un peu ça. L'existence même de la personne semble accrochée à la présence de l'autre. C'est un amour qui, au final, étouffe. Le point crucial ici, c'est cette interdépendance. C'est un amour qui dit tout bas « ton besoin de moi, ça me rassure, et mon besoin de toi me donne l'impression d'exister ». C'est possessif, c'est hanté par la peur de perdre l'autre. Bref, c'est un amour qui enchaîne. Puis on arrive à Eros, l'amour-désir. Ce qui est fascinant avec Eros, c'est qu'il est totalement conditionnel. On n'aime pas vraiment l'autre pour ce qu'il est, mais pour l'idéal qu'il représente pour nous. On aime l'autre tant qu'il est admirable, tant qu'il continue d'incarner notre fantasme de la perfection. Et voilà, c'est ça le piège d'Eros. C'est un amour super fragile, parce que dès que l'autre arrête de correspondre à cette image parfaite, dès que l'illusion se fissure, l'amour s'en va avec. Ok, maintenant on passe à une autre catégorie, des formes d'amour qui commencent à se tourner vers l'extérieur. Ce sont les premiers pas pour sortir de soi-même, pour reconnaître que l'autre existe vraiment, en tant que personne à part. Le premier de cette catégorie, c'est la storgé. C'est l'amour familial, cette tendresse qu'on a pour nos proches. C'est un premier pas, c'est sûr, mais la source insiste sur une nuance importante. Ça reste souvent une forme d'amour de soi-même, à travers les gens qui nous ressemblent, notre clan en quelque sorte. Avec la philia, l'amitié, on fait un pas de plus. On commence à accepter la différence de l'autre. Mais il y a une limite. Si, par exemple, les opinions politiques d'un ami deviennent vraiment trop éloignées des nôtres, si ses choix de vie nous bousculent trop, cet amour-là, il peut s'arrêter net. L'harmonia, c'est presque un état de grâce. C'est ce sentiment de connexion totale avec la nature, avec l'univers, où tout semble juste, tout est à sa place. Mais c'est un amour fragile. Il a besoin que tout soit calme, sans conflit. L'harmonie, en fait, c'est la condition pour qu'il puisse exister. Ensuite, on a l'eunoia. À première vue, c'est l'amour du dévouement, du service. Mais si on regarde d'un peu plus près, l'autre est bien sûr reconnu, mais il sert aussi un peu de miroir. Le fait de l'aider, de le servir, ça vient surtout nourrir notre propre image de personne bien. Et là, avec la charisse, on a une rupture, un vrai basculement. C'est le moment où on réalise que l'amour, ce n'est pas un truc qu'on fabrique nous-mêmes, mais que c'est une sorte de grâce qui vient d'ailleurs. Ce n'est plus moi qui aime, mais c'est une joie qui apparaît et qui vit dans l'espace qu'il y a entre les deux personnes. Bon, on a tous ces mots maintenant, mais comment est-ce qu'ils s'articulent entre eux? C'est là qu'on arrive au cœur de l'analyse, à l'image clé qui va vraiment tout éclairer. Le réflexe, ce serait de se dire « Ok, c'est une sorte d'échelle. Est-ce qu'il faut rejeter les amours du début, les amours inférieurs comme la porneia ou le pathos, pour grimper vers des amours plus purs, plus nobles ?» Eh bien, la réponse de la source, elle est assez surprenante. C'est absolument pas. Ce n'est pas du tout une échelle. Et ça, c'est un vrai tournant qui nous emmène vers une image complètement différente. En fait, tout est là. La source oppose deux façons de voir les choses. D'un côté, on a l'échelle, une vision binaire, où il faut rejeter ce qui est en bas pour pouvoir monter. C'est une logique de conflit. Et de l'autre, la poupée russe. Et là, c'est tout l'inverse. Chaque amour supérieur ne détruit pas les précédents, non, il les englobe, il les intègre. C'est une vision d'intégration. L'amour le plus grand ne va pas rejeter le désir d'Eros ou le besoin de pathos. Il va les alchimiser. C'est un peu comme un alchimiste qui transformerait le plomb en or. Et ça nous amène tout droit à notre dernière partie, à la plus grande des poupées russes, celle qui contient toutes les autres, le 9e et dernier mot,
celui qui va jeter une lumière complètement nouvelle sur notre toute première question. Ce 9e mot, c'est l'agapé. C'est la poupée du dessus, celle qui contient toutes les autres et qui leur donne un sens. Encore une fois, elle ne les annule pas, elle les alchimise. La perspective change complètement. Ce n'est plus moi qui aime, mais c'est l'amour qui aime à travers moi. C'est une force qui nous dépasse. Et là, il y a un point qui est crucial, surtout aujourd'hui, à notre époque hyper connectée. L'auteur de la source est formel. Cet amour-là, l'agapé, on ne peut pas le médiatiser. Impossible de le mettre en scène sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de trop intime, de trop profond. Ça ne peut se vivre que dans la vraie présence, de cœur à cœur. Alors, on boucle la boucle. On revient à notre question de départ, mais cette fois, on a une carte beaucoup plus détaillée. Avec toute la nuance de ces 9 mots, qu'est-ce qu'on dit vraiment? La prochaine fois qu'on prononcera ces mots « je t'aime », peut-être qu'on pourra faire une pause et se demander, au fond, lequel de ces amours est en train de parler à travers moi. Et on termine sur cette citation d'Aimé Michel qui est à la fois puissante et assez énigmatique. Ce qu'elle semble nous dire, c'est que la clé finale, ce n'est pas une idée à comprendre avec sa tête, mais plutôt une porte à passer. Une pensée qui nous laisse un peu seuls, face à nous-mêmes et à notre propre cheminement.